Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage, un nouveau podcast hors série puisque cette semaine nous avons décidé d'en faire un autour de la chronique Jeux de cartes, le monde surpeuplé de demain par Benoît Jacquelin. Et pour en discuter avec nous aujourd'hui, Denis Garnier, président de l'association Démographie Responsable. Bonjour Denis Garnier. Bonjour. Et Gilles Pizon, professeur au Muséum national d'histoire naturelle et chercheur associé à l'Institut national d'études démographiques. Gilles Pizon, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, on va commencer avec les dernières projections de l'ONU. 9,8 milliards de personnes en 2050, 11,2 milliards en 2100. Que pensez-vous de ces chiffres? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces prévisions augmentent encore? On va commencer par Monsieur Garnier. Bon alors, moi j'étais évidemment en attente, comme Monsieur Pizon, des projections de l'ONU qui ont lieu donc tous les 2 ans en la veille de l'été. Par rapport aux projections précédentes, disons que jusqu'à maintenant, on était vraiment dans des projections en croissance permanente. On a été, disons, heureusement surpris, disons, de ne gagner qu'environ 80 millions pour 2050, donc de passer, disons, de 9,7 à 9,8, et puis pour 2100, de rester quasiment au même niveau, à 11,2. Donc ça, a priori, bon, pour nous, c'est plutôt une bonne chose. Il n'empêche que de toute façon, pour nous, c'est quand même beaucoup trop. Même si on arrivait à une stabilisation à 11,2 en 2100, bon, c'est vraiment très loin, et là, c'est difficile comment dire, d'être sûr de ça, mais pour nous, de toute façon, d'ores et déjà, on est trop nombreux, si vous voulez, même au 7,5, disons le passage des 7,5, en gros, c'est cette année 2017, pour nous, c'est déjà trop, de toute façon. Bon, malgré tout, on a pris ces nouvelles projections, disons, avec un léger optimisme, puisqu'il semblerait qu'on aille vers une stabilisation. Alors, Monsieur Pizon, vous pensez aussi que ça va stabiliser ou est-ce qu'on peut craindre une augmentation à nouveau de ces projections? Alors, un petit rappel, on était 1 milliard d'habitants sur Terre il y a 2 siècles. Aujourd'hui, on est 7 milliards et demi. Et donc, les projections calculées par les Nations Unies, qui viennent d'être publiées, donc, annoncent près de 10 milliards en 2050 et 11 milliards 200 millions en 2100. Mais alors ça, c'est le scénario central. Il faut voir qu'il y a d'autres scénarios, d'autres hypothèses. Alors, ces chiffres aussi vont avec une croissance démographique qui se maintient. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si la population augmente, c'est qu'il y a 3 fois plus de naissances que de décès. Ça donne cette croissance qui, ramenée à une année, correspond à un taux d'accroissement de 1% par an. Alors, il y a 50 ans, la croissance démographique se faisait avec un taux qui était double, 2% par an. Et donc, le taux d'accroissement a été divisé par 2 et la croissance démographique va se poursuivre, mais à un rythme qui va continuer à décélérer. Donc, ça fait plus de 50 ans que la population mondiale continue d'augmenter, mais à un rythme qui diminue d'année en année. Voilà. Et en 2050, ce serait 2,5 milliards de plus, mais avec une croissance qui se poursuivrait, d'après ce scénario, mais tout en étant du fait qu'aujourd'hui, et en 2100, on serait plus de 11 milliards, toujours dans cette hypothèse, mais avec un rythme qui serait proche de zéro. Il y aurait une peut-être croissance réduite. Donc, la population mondiale continue d'augmenter, mais la croissance décélérant. Alors, je ne sais pas si c'est bien, si ce n'est pas bien. Le deuxième, si vous voulez, information, c'est qu'il est illusoire de penser pouvoir beaucoup agir sur le nombre des hommes à court terme, sur ce taux de croissance. La diminution de la population dont certains rêvent, ce n'est pas une option. Parce que comment l'obtenir? Par une hausse de la mortalité, personne ne le souhaite. Par une immigration massive vers Mars, c'est irréaliste. Par une baisse drastique de la fécondité, donc le nombre d'enfants que les femmes ont en moyenne, et son maintien à un niveau très inférieur au seuil de remplacement, c'est 2 enfants par femme, c'est déjà ce qui se passe dans une grande partie du monde. Il faut savoir que les familles, les hommes, ils ont fait le choix d'avoir peu d'enfants, tout en leur assurant une vie longue et de qualité. Alors, il se trouve que ça ne produit pas tout de suite une diminution de la population.
en raison de l'inertie démographique. Même si partout sur la planète, les couples n'avaient qu'un enfant et demi en moyenne chacun. C'est ce qu'on trouve dans certains pays d'Asie, certains pays d'Europe. L'Europe, en moyenne, c'est 1,6 enfants. Ben, même dans ce cas-là, si dès maintenant, si vous voulez, toute la planète adoptait le taux de fécondité européen, il n'y aurait pas une diminution de population tout de suite. La population continuerait d'augmenter encore quelques décennies. Pour quelle raison? Ben, parce que la population comprend beaucoup d'adultes en âge d'avoir des enfants, nés lorsque la fécondité était élevée. Et ça entraîne un nombre élevé de naissances. Voilà. Et les personnes âgées ou très âgées sont peu nombreuses pour l'instant à l'échelle de la planète, et donc le nombre de décès est faible. Donc cette situation où vous avez 3 fois plus de naissances que de décès, elle résulte en grande partie de ce phénomène d'inertie démographique. C'est l'héritage des naissances nombreuses il y a 30, 40 ans. Donc en démographie, les évolutions taux de croissance ne peuvent être que faibles, modestes. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que quand on raisonne pour le 22e siècle, ouais, plus loin, on ne peut pas jouer sur le nombre des hommes dans un siècle, dans 2 siècles. Mais dans les 20-30 prochaines années, là, les décennies qui viennent, il ne faut pas se faire d'illusions, on n'échappera pas à un surcroît de 2 à 3 milliards d'habitants en plus des 7 milliards d'aujourd'hui. On ne va pas stopper la croissance du jour au lendemain. Et donc, il faut faire avec ce fait. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous donner une idée des régions du monde où il y a la plus forte croissance démographique actuellement? Alors, je vous ai dit, la croissance décélère parce que, en moyenne, les femmes dans le monde ont 2 enfants et demi chacune. Il y a 50 ans, c'était le double, 5 enfants en moyenne chacune. Donc, cette finalement tendance à aller vers une famille de petite taille, elle est générale sur la planète. Bien sûr, il y a des variations de la fécondité d'une région à l'autre ou d'un pays à l'autre. Et donc, aujourd'hui, les pays ou les régions où la fécondité est encore supérieure à 3 enfants en moyenne par femme, eh bien, c'est pratiquement toute l'Afrique, en tout cas l'Afrique intertropicale, et une bande en Asie qui va de l'Afghanistan jusqu'au nord de l'Inde, en passant par le Pakistan. Donc, c'est là que se situera l'essentiel de la croissance démographique mondiale à venir. Alors, Denis Garnier, justement, là, on parle des familles, des enfants. Justement, vous, votre association, prône une réduction de cette croissance démographique par l'auto-limitation de la natalité. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste exactement? Ça consiste en fait à venir à ce que les pays où il y a une forte croissance démographique aient une transition qui s'accélère. Bon, M. Pison parlait donc de l'Afrique, mais c'est l'Afrique, y compris l'Afrique du Nord, puisque c'est remonté à la suite des printemps arabes, c'est remonté en Algérie, c'est remonté en Égypte. Bon, alors évidemment, toute l'Afrique subsaharienne aussi. Bon, la région, le sous-continent indien, c'est pareil. Là, il faut arriver à ce que ça décélère plus vite. Et pour ça, il faut des programmes de planification familiale qui existent déjà. L'UNFPA, donc l'agence de l'ONU qui est chargée de ce sujet, a des programmes, mais les programmes ne sont pas suffisants, enfin clairement insuffisants. De toute façon, quand tous les 2 ans, enfin c'est M. Pison qui sort donc son état du monde avec les taux de fécondité. Bon, si on descend de 0,1 ou 0,2 tous les ans, c'est nettement insuffisant. On peut faire mieux. On peut faire mieux, d'autant plus qu'on sait pertinemment qu'actuellement, c'est un des derniers rapports de l'UNFPA, c'est pas le tout dernier, mais évalué à 200 millions de femmes dans les pays en développement qui sont en demande insatisfaite de contraception. Des gens, si on répond à ces 200 millions, c'est quand même énorme. On ne peut pas répondre à toute une demande, évidemment, éradiquer toute une demande comme ça. Mais bon, déjà ça, ce serait énorme. Et en plus, on peut faire des programmes beaucoup plus ambitieux. Nous, on avait proposé à l'Agence française de développement, l'AFD, de reprendre les programmes d'une association sœur américaine qui s'appelle Population Media Center, qui fait donc des genres telenovelas, vous voyez un petit peu le genre Plus belle la vie, là, ces séries
un peu débile qu'on a sur les télés françaises, mais au moins parlant avec des familles, vous voyez, qui ont des problèmes, de familles trop nombreuses, d'autres à côté où justement ça marche mieux, etc. Bon, c'est un petit peu de la propagande, entre guillemets, mais donc les Américains font ça, même dans les pays francophones. C'est même pas les Français qui font ça dans les pays francophones, ce sont les Américains. Bon, et moi, le président de l'association américaine m'avait demandé de contacter l'AFD, on a quelques contacts, M. Pison doit en avoir évidemment d'autres, l'AFD, ça ne m'intéressait pas. Hein, donc, elle a dit non, nous, on ne met pas d'argent là-dedans. Or, on sait très bien, le Population Media Center fait ensuite un feedback, c'est-à-dire va dans les centres de planification familiale des pays en question. Les femmes, quand elles viennent, on leur demande si elles ont vu ces émissions radiophoniques. Et bon, elles cochent, enfin, quelqu'un les aide, on verra. Et on voit que c'est efficace. Donc, il y a moyen quand même de booster la planification familiale, ne serait-ce que ça. Donc, déjà, répondre à la demande, donc les 200 millions, 2, booster, 3, on peut éventuellement faire Alors, donc ça, c'est au niveau directement de la planification, et on peut mettre l'accent, et surtout nous, pays francophones, sur l'éducation. On peut former des enseignants, aider à la formation d'enseignants, à la construction d'écoles. Bon, là-bas, les écoles, elles n'ont pas besoin d'être aussi élaborées que chez nous, de façon à faire que les jeunes filles aillent à l'école. On sait qu'une jeune fille qui termine ses études primaires, alors là on verra avec M. Bison, mais théoriquement fait un enfant en moins. Bon, et si elle termine des études secondaires, on imagine le bac, c'est encore 2 en moins. Enfin bon, c'est en gros des statistiques. Bon, c'est à la louche, mais donc on voit bien que l'éducation, ça a un rôle. Alors évidemment, ça n'aura pas d'influence immédiate, on est d'accord, hein, c'est sur du moyen terme, hein, c'est sur 10 ans, sur 20 ans, mais je me table sur ce que disait tout à l'heure M. Pison. Les projections d'ONU, il y a quand même la projection moyenne dont j'ai parlé, dont il a parlé. Il y a cette projection haute qui est cataclysmique, mais il y a une projection basse. Et la projection basse fait quand même qu'on n'augmente pas, hein, jusqu'en 2050 à environ 8,5, donc 1 milliard de plus. Mais on décroît à partir de 2050 avec cette projection basse. Donc ça veut bien dire que c'est possible quand même, pas de décroître tout de suite, je suis d'accord, hein, mais de plafonner plus bas, hein, donc en gros 1 milliard plus bas, et d'amorcer la descente à partir de 2050. Voilà. Et donc avec les moyens que j'ai dit, non coercitifs. Hein. Il ne s'agit pas d'une politique à la chinoise ou je ne sais quoi. Voilà. Mais mettre vraiment tout ce qu'on a dans tous les bagages qu'on a, les mettre en route, investir là-dedans, bon, c'est financièrement, hein, c'est quand même coûteux. Mais enfin, quand on voit ce qui est dépensé par ailleurs en armement ou pour les banques, etc., on imagine très bien que c'est quand même possible s'il y a une volonté commune. Le problème, c'est qu'il semblerait qu'il n'y ait pas cette volonté. Il y a des États qui s'y opposent. En France, on a du mal à parler de ce sujet parce que justement, nous, on fait la promotion de la natalité en France avec nos allocs. Et pendant ces élections, là, en fait, le sujet n'a pas été abordé. Il a été abordé en amont par Nicolas Sarkozy. Hein, d'ailleurs, on ne sait pas exactement pour quelle raison, mais bon, est-ce que le sujet l'intéresse vraiment? Mais disons, à part lui, personne n'a repris ce sujet. De toute façon, il n'a pas guère été question d'écologie pendant ces... Enfin voilà, nous, ce qu'on propose, c'est ça, c'est des moyens non coercitifs qui sont connus, reconnus, dont on connaît les effets positifs. Et si déjà on faisait ça, bon, je pense qu'on pourrait éventuellement se caler sur la projection basse de l'ONU, je pense. Alors, on va revenir aussi effectivement sur les questions écologiques. Donc, vous le disiez, c'est une politique qui passe essentiellement par l'éducation, hein, en soi. Gilles Pison, est-ce que vous pensez que c'est réalisable? Est-ce qu'il faut réellement essayer de l'enrayer, cette croissance? Je trouve qu'investir pour finalement contribuer à augmenter le niveau d'instruction de tout le monde et des femmes, tout ça, c'est bien, c'est à faire encore plus que ce qui est fait. Peut-être une remarque sur ce qui vient d'être dit, c'est qu'on ne connaît pas complètement les facteurs, les leviers qui font que eh bien, les femmes, les familles dans une société ont tel nombre d'enfants plutôt que tel autre, que les familles vont avoir moins d'enfants. Il faut se rappeler qu'il y a 50 ans, on se posait un peu les mêmes questions qu'aujourd'hui à propos de l'Afrique, mais c'était à propos de l'Amérique latine et de l'Asie. À l'époque, on est donc dans les années 60-70, en Asie et en Amérique latine, les femmes avaient 5-6 enfants en moyenne chacune. Et alors, les démographes, mais pas seulement les démographes, les économistes, les sociologues pensaient bien qu'un jour,
les Asiatiques et les Latino-américaines allaient avoir moins d'enfants, allaient limiter le nombre de leurs naissances, comme l'avaient fait avant elles les Européennes et les Nord-américaines. Bon. Mais ils imaginaient que ça prendrait du temps. Et les arguments, c'était que, eh bien, dans les enquêtes, montraient qu'on aimait bien les familles nombreuses, qu'on aimait bien avoir beaucoup d'enfants, que les enfants étaient utiles, ils servaient de force de travail. Et alors, la grande surprise des années 70, 80, 90, c'est que la fécondité a baissé dans ces pays, dans ces régions, mais beaucoup plus vite que l'avaient imaginé les scientifiques, les démographes, les économistes. La fécondité a chuté, mais alors au Brésil, dans la plupart des pays d'Amérique latine et également en Asie, pas seulement dans les pays où il y a eu des politiques du type de la politique en Chine, c'est probablement pas elle qui a entraîné cette baisse très rapide de la fécondité, c'est les couples eux-mêmes qui eux, souhaitaient tout d'un coup avoir moins d'enfants. Alors que dans les enquêtes, ils disaient encore peu de temps avant qu'ils aimaient avoir beaucoup d'enfants. Donc la surprise à cette époque, ça a été une baisse beaucoup plus rapide de la fécondité qu'on imaginait. Du coup, les Nations Unies ont revu leur projection de population pour ces continents et pour l'humanité à la baisse. Maintenant, à propos de l'Afrique, donc on a fait des projections de population en imaginant qu'en Afrique, les évolutions aussi auraient lieu, avec un décalage dans le temps, puisque l'Afrique est moins développée, mais elle progresse. Et là, la surprise, et elle est à chaque année qu'il y a de nouvelles projections et de nouveaux recensements, c'est que la fécondité baisse aussi en Afrique, mais plus lentement que ce qu'on imaginait, plus lentement que les scénarios, d'où régulièrement des relèvements à la hausse des projections de population pour l'Afrique. Donc, c'est une deuxième surprise. Après la première surprise, une baisse plus rapide, là, une baisse plus lente qu'on imaginait. Et même des stagnations dans certains pays où la fécondité avait baissé. Voilà. Et alors, comment l'expliquer? Là, c'est un nouveau, là, voilà. Peut-être qu'il n'y a pas assez de moyens pour construire des cliniques de planning familial, pour conseiller les femmes, les couples, pour l'éducation des jeunes filles. On peut très bien et il faut investir, mais ce n'est pas pour autant que mécaniquement, on aura en Afrique une baisse rapide de fécondité, comme en Asie et en Amérique latine. Apparemment, l'histoire va être différente. Alors, on manque d'informations, on manque de recherche pour savoir à quoi c'est dû. Je pense qu'un des facteurs, parce que ça ne tient pas à ce que les cultures les conceptions sont différentes en Afrique qu'ailleurs. Je pense que les adultes aujourd'hui souhaitent avoir moins d'enfants. Il y a des enquêtes là-dessus. Hein. Une des différences avec l'Asie et l'Amérique latine il y a 40-50 ans, c'est qu'on ne trouve pas dans les pays africains la même adhésion au planning familial et le même intérêt. Alors, je parle dans les gouvernements, dans les cadres, dans finalement toute la chaîne du haut au bas de finalement des responsabilités. Alors, ça vient du haut, mais aussi ça existe au niveau des infirmiers et des médecins qui sont en contact directement avec les femmes et avec les familles. Autant en Asie, en Amérique latine, il y avait une adhésion totale partout. Et il y avait l'idée que c'était bien que les familles aient moins d'enfants et que la croissance démographique baisse. Eh bien, ce n'est pas le cas dans pas mal de pays d'Afrique où vous avez alors, des chefs d'État et des gouvernements qui disent bien sûr à la Banque mondiale, au FMI, quand il y a des échanges, on a notre programme de planning familial, c'est important de diminuer la croissance démographique, mais ils n'en sont pas convaincus. Donc, c'est parce que s'ils n'affichent pas un programme, eh ben, il va y avoir sans doute moins d'aide. Voilà. Donc, ils le disent, mais ils n'en sont sans doute pas convaincus. Et au fond d'eux-mêmes, ils pensent que ce n'est pas une nécessité. Et du coup, ça fait peut-être la différence. C'est que si tout le monde n'est pas convaincu que c'est la bonne voie
et que eh bien, ça ne marche pas ou ça marche moins bien. Donc, peut-être que c'est un des facteurs, ce n'est pas le seul, hein. C'est sûr qu'il faut plus de moyens pour finalement des services d'offres de moyens de contraception, de conseils, mais il faut aussi que tout le monde soit convaincu que c'est bien la bonne voie. Or, on peut en douter, d'un pays à l'autre, ça varie, mais en moyenne, beaucoup de responsables africains ne sont pas convaincus que c'est important et que c'est l'avenir. Et vous considérez que c'est important justement de stopper cette croissance? Ah ben, je pense que des croissances démographiques de 3% par an, voire plus dans certains pays, moi je pense que ce n'est pas des conditions favorables pour un développement économique, même si, bon, je ne suis pas pour la croissance zéro forcément dans ces pays, mais on voit bien qu'ils vont passer de 1,250 milliard actuellement pour l'ensemble de l'Afrique au double en 2050. Et là, on ne voit pas qu'on puisse beaucoup modifier cette courbe. Et puis, la projection moyenne des Nations Unies annonce 4,4 milliards pour l'Afrique en 2100, dans son scénario moyen. Ça voudrait dire que c'est un habitant sur deux à un habitant sur trois de la planète qui vit en Afrique. Alors, c'est beaucoup, c'est un très grand défi. Alors, l'Afrique va compter beaucoup plus d'habitants demain qu'aujourd'hui, ça ne va pas l'empêcher, mais je trouve que c'est justifié d'essayer de réduire la croissance démographique et le plus vite possible dans ces pays, sans méthode coercitive. Mais je vois un certain nombre de facteurs, mais on ne les connaît pas tous. Hein, donc on a besoin de recherche pour mieux savoir pourquoi la fécondité ne baisse pas aussi vite qu'on l'imaginait ou qu'on le souhaiterait, et donc essayer de trouver les bons moyens, les bons programmes pour favoriser cette baisse de la fécondité en Afrique. Alors, Denis Garnier, on va peut-être rappeler en quoi justement c'est un problème, cette croissance démographique, pour ceux ces gouvernements ou autres qui ne seraient pas convaincus que c'en est un. Non, moi ce que je pense, ce que dit M. Pison est très intéressant, c'est-à-dire que si effectivement c'est en haut de l'échelle que ça freine. Bon, ça freine de partout d'ailleurs, je pense, mais que c'est en haut de l'échelle. Justement, en haut de l'échelle, on peut intervenir, on peut influencer, surtout que la croissance démographique est très forte. Bon, en Afrique, un peu en Afrique de l'Est, mais en Afrique de l'Ouest, enfin l'Afrique francophone joue un rôle extrêmement important. Et moi, je soupçonne un certain nombre de dirigeants ou de responsables français de se frotter les mains face à l'augmentation de ce marché que va représenter l'Afrique francophone. Gagner plusieurs centaines de millions de locuteurs français pour l'économie française, si ça se trouve, c'est extrêmement important. Il y a des gens qui doivent lorgner là-dessus. Donc, moi, je pense, donc ça, c'est plutôt quelque chose de négatif de point de vue de notre pays. Notre pays pourrait justement essayer d'influencer les dirigeants africains avec toutes les relations qu'on a. Il ne s'agit pas de remettre une France-Afrique, mais enfin, il y a moyen de faire pression. Justement, si c'est en haut de l'échelle, moi, il me semble que c'est presque plus facile de faire pression si c'est en haut de l'échelle que si c'est en bas de l'échelle. Voilà. Alors, après, pourquoi c'est une mauvaise chose? De toute façon, l'Afrique, donc avec cette projection haute, bon, qui est lointaine, c'est la fin du siècle, 4,4 milliards. Ce n'est pas la projection haute, c'est la projection moyenne. Hein. Oui, non, je suis d'accord avec vous. Non, c'est pas ce que je voulais dire, d'accord. Ça pourrait être plus. Ça pourrait être plus. Ça pourrait être plus. Non, bien sûr, la projection moyenne. Non, ce que je veux dire, c'est que ces 4,4 milliards, clairement, ils ne resteront pas en Afrique. Il ne faut pas rêver. Donc, va y avoir. Moi personnellement, les migrations auxquelles on assiste aujourd'hui, c'est déjà le début des effets de la surpopulation. Quand on nous dit que j'ai lu le jour dans un article qu'en Italie, la majorité des migrants sont des Nigérians et des Bangladais, il y a eu un article sur le sujet, clairement, ce n'est pas la guerre. Et pour venir du Bangladesh via la Libye, il faut y aller. Et Nigeria, il y a bien Boko Haram au nord, mais enfin, ce n'est pas la guerre au Nigeria. Donc vous avez toute une série déjà de gens qui arrivent en Europe avec des difficultés extrêmes, et les naufrages qu'on connaît, etc. Moi, je pense qu'on est au début de ces migrations. Bon, peut-être qu'il y aura
avec diverses politiques, une rechute des migrations, c'est toujours possible. Mais moi, je crois qu'on voit déjà ce début d'effet de la surpopulation africaine, subsaharienne. Je pense qu'on commence déjà à en voir les effets. L'Afrique ne peut pas... de toute façon, si on enlève les déserts, il y a en gros un tiers de désert en Afrique. Bon, si on est aux 4,4 milliards, ça nous donne une densité de population qui est équivalente à celle de l'Asie surpeuplée actuellement. Donc, je ne crois pas que ce soit possible pour l'Afrique. Donc, on va assister de toute façon à des famines. Les famines, on en a déjà, hein, de toute façon. On aura des famines. On aura, comme l'islamisme va se développer, là aussi, je crois. Donc, on aura des jeunes qui seront sans travail, qui vont rentrer dans ce circuit infernal du terrorisme, etc. Donc, les famines, des coups d'État militaires. Moi, je crois que c'est vraiment catastrophique pour moi. Monsieur Pizon, oui. Oui, là, vous entrevoyez donc d'un côté des famines. Or, bon, pour l'Afrique et pour l'ensemble de la planète, la tendance ces dernières décennies et même ces derniers siècles, c'est plutôt à une réduction des famines et à une diminution de la proportion des personnes qui souffrent de faim dans le monde et la proportion des décès qui tiennent à la famine, avec, donc, dans le même temps que la population est passée de 1 milliard à 7,5 milliards. C'est un peu un paradoxe, on est 7 fois et demi plus nombreux qu'il y a 2 siècles, mais les famines ont nettement moins d'impact et ça va se poursuivre. Donc je ne pense pas que le fait que la population d'Afrique compte beaucoup plus d'habitants va se traduire par des famines généralisées. La plupart des famines qui ont lieu aujourd'hui en Afrique ou ailleurs dans le monde, mais la plupart c'est plutôt en Afrique, ça vient de guerres civiles qui bloquent l'aide alimentaire quand il y a un problème local de production. Et donc, ce n'est pas que les Africains sont trop nombreux, c'est parce qu'il y a des guerres et des conflits. C'est ça qui crée les famines. Pour l'autre conséquence, c'est-à-dire les migrations d'une partie de la population de l'Afrique, attention, là aussi, il faut se rappeler qu'il y a presque 50 ans, là aussi, ce qui faisait peur en Europe, c'était l'Asie, c'était la Chine. Vous vous rappelez que Jacques Dutronc chantait quand Paris s'éveille, 700 millions de Chinois et moi et moi. À l'époque, la grande peur, c'était que c'était le péril jaune, comme on l'appelait à l'époque, c'était que ces Chinois qui étaient 700 millions et qui souffraient de faim, qui voyaient leur population augmenter, et viennent en Europe, hein, parce qu'il n'y avait pas assez à manger chez eux, il n'y avait pas assez à se développer. Alors, il se trouve qu'ils sont 2 fois plus nombreux aujourd'hui, ils sont 1,4 milliard, contre les 700 millions il y a 50 ans, et ce n'est pas les Chinois qui ont déferlé sur l'Europe, c'est leurs produits, c'est les produits chinois qui ont déferlé en revanche, et partout sur la planète. Donc, l'histoire ne s'est pas passée comme on le pensait il y a 50 ans, quand on parlait du péril jaune. Donc, il ne faut pas se tromper probablement à nouveau en voyant du côté du sud de l'Amérique Méditerranée un nouveau péril, on pourrait dire le péril noir, parce que c'est ça un peu qu'on a en tête, hein. Même si la population de l'Afrique va beaucoup augmenter, ce n'est pas automatiquement comme un système de vases communicants que la population de l'Afrique va déferler en Europe. Parce que là, ces flux migratoires sont quand même causés par des conflits, hein, pour le moment. Alors, si vous voulez, il y a toujours eu des migrations internationales, il y a toujours eu une partie de l'humanité qui était immigrée, donc des personnes qui étaient nées dans un autre pays que celui étaient nés et qui vivent dans un pays. Il y a 3% de l'humanité qui est immigrée, qui vit dans un pays où on n'est pas né. Ça n'a pas énormément changé depuis un siècle. Alors, il y a des mouvements de migration, c'est normal, et peut-être que nous, alors Français, Européens, il faut voir aussi que nos partenaires demain, ça va être encore plus qu'aujourd'hui, les pays d'Afrique, les Africains, parce que ça va représenter une population nombreuses. Il faut espérer aussi une économie plus développée. En termes de nombre d'étudiants, c'est déjà en train d'augmenter. Je trouve que c'est bien qu'il y ait
cet accueil d'étudiants africains qui viennent se former en Europe plutôt que d'aller aux États-Unis ou aller en Asie. Donc, à un moment en France, il y a eu une politique plutôt restrictive. C'était très difficile de faire venir des étudiants africains. Je trouve que c'est bien d'avoir en tête que ce sont nos futurs partenaires dans 20-30 ans. Et donc, si ils sont formés en France, ils sont habitués donc, façon de voir et tout, c'est une bonne chose. Donc, vous voyez, je ne vois pas que des menaces dans cette augmentation de la population. Il faut être réaliste. La population de l'Afrique va doubler, voire va sans doute tripler. C'est déjà inscrit dans les courbes. Donc, il faut faire avec. C'est vrai qu'il faut réfléchir au plus long terme. C'est vrai qu'il faut mener des recherches, faire plus d'investissements pour que la fécondité baisse plus vite. Les familles, les femmes souhaitent avoir moins d'enfants en partie, souhaitent espacer leur naissance, et c'est vrai qu'elles ne trouvent pas une offre, des services, des moyens de contraception correspondant à leurs besoins. Donc là, il y a une possibilité de jouer. Mais on ne connaît pas encore complètement les facteurs expliquant cette baisse de la fécondité lente en Afrique. Donc, on a aussi besoin de mener des recherches. Alors, on va peut-être revenir, notamment là, on a parlé de la question de solutions possibles, revenir un peu sur les conséquences, notamment au niveau écologique, parce que je rappelle que le 2 août prochain, on aura consommé tout ce que notre planète peut produire en un an. On peut peut-être rappeler voilà, les conséquences écologiques que cette croissance démographique va provoquer, Denis Garnier. Oui, alors justement, si on revient à ce jour du dépassement donc, qui a été calculé pour intervenir donc, cette année le 2 août, l'an dernier je crois que c'était le 8 août, et à chaque fois en fait on se rapproche, enfin on consomme la planète de plus en plus vite. Le franchissement, c'est-à-dire en fait le moment où les deux courbes se sont croisées, c'est-à-dire la courbe de l'empreinte écologique et la courbe de la biocapacité, donc de ce que la planète peut fournir, les courbes se sont croisées dans les années 70. Depuis, la consommation, l'empreinte, elle a continué un petit peu à augmenter, puis ensuite elle s'est stabilisée. L'empreinte, si on parle maintenant au niveau individuel, l'empreinte individuelle, donc l'empreinte d'un individu, d'un être humain sur la planète, elle est restée relativement stable depuis les années 70. Par contre, ce qui a baissé, c'est ce que peut offrir la planète à chaque individu. Parce que, en fait, la biocapacité, c'est en gros, si par exemple on parle de rendement, on peut augmenter les rendements des cultures, on met plus d'engrais, alors c'est pas forcément bon, et on augmente la production. Mais comme dans le même temps, il y a une désertification, il y a l'étalement des villes. Alors, en général, les villes ont été placées à des endroits assez fertiles. Évidemment, on bouffe les bonnes terres arables. Donc finalement, la biocapacité de la planète, elle croît très lentement, et quand on la divise par un nombre d'individus de plus en plus grand, en fait, la courbe de la biocapacité, vraiment, elle décroît. Et comme celle de l'empreinte, elle reste relativement stable, vous voyez, ce qu'on appelle le dépassement écologique, en fait, il est essentiellement lié, d'un point de vue écologique, je parle, c'est essentiellement lié à l'augmentation de la population. Donc là, les courbes et donc, si on regarde bien le fait qu'on se rapproche, enfin, du moins que le jour du dépassement intervient de plus en plus tôt, de mon point de vue, mais du point de vue du Global Footprint Network, le réseau empreinte globale, c'est essentiellement lié à l'augmentation de la population. Alors, évidemment, on peut faire décroître l'empreinte, et c'est ce qu'il faut d'ailleurs, mais bon, concrètement, quand même, ce qui baisse, c'est la biocapacité. Et ce n'est pas récupéré, c'est-à-dire que là, on va utiliser donc, cette année 1,7 planètes. Bon, le 0,7, on ne repart pas à zéro l'an prochain. Le 0,7, il s'est accumulé. C'est-à-dire que on a réchauffé le climat, on le voit très bien, et les 2 degrés, on va y avoir droit. Les poissons, les océans vidés de leurs poissons, on y a droit. Les nappes phréatiques polluées, et particulièrement en Inde ou dans d'autres régions, on ne va pas le récupérer. Donc toutes ces choses-là, ça s'accumule. Donc pour solutionner, on revient toujours sur diminuer cette croissance démographique.
Alors justement, là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que Il me semble, Gilles Pison, que vous considérez que c'est pas forcément la surpopulation qui pose ce problème, mais c'est l'utilisation que font les hommes de la nature. La mauvaise utilisation. tous les hommes, parce qu'il y a de grandes inégalités, de grandes variations dans la façon de vivre. Et on peut dire que l'essentiel des ressources consommées et finalement de la production de gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique tiennent à l'activité d'une minorité de l'humanité. C'est le 1 milliard d'habitants qui vit dans les pays riches, en gros Europe, Amérique du Nord et quelques autres pays, qui historiquement, jusqu'à il y a quelques années, a été le principal consommateur de ressources et producteur de gaz à effet de serre. Et ce n'est pas l'ensemble de l'humanité. Et je dirais que si il y a surpopulation d'individus qui consomment beaucoup et qui produisent beaucoup de déchets. C'est cette minorité. Donc même à 1 milliard d'Américains ou d'Européens, on est trop nombreux, si vous voulez. Donc le défi, c'est demain d'être encore plus nombreux, 7 milliards et demi aujourd'hui, 2 à 3 milliards en plus d'ici 2050, mais que globalement, la consommation de ressources et la production de déchets, soit plus faible. Et je dirais que puisque c'est ce milliard, cette minorité des pays riches qui a jusqu'ici finalement beaucoup consommé, c'est elle en premier qui doit montrer l'exemple et réduire sa consommation de ressources, changer ses modes de vie. Et montrer l'exemple, parce que les autres régions du monde un peu se calent sur la façon de vivre des gens des pays riches. Et donc, on n'échappera pas à un surcroît de 2 à 3 milliards en raison de l'inertie démographique qu'on ne peut pas empêcher, mais on peut agir sur les modes de vie, et ceci sans attendre. Et même, on n'a pas le choix. Hein. Et les modes de vie au nord d'abord, pour les rendre plus respectueux de l'environnement et plus économes en ressources. Donc, moi, je trouve que la vraie question, celle dont dépend la survie de l'espèce humaine à terme, c'est moins celle du nombre que celle des modes de vie. Et elle dépend de notre capacité, nous, habitants des pays du Nord, à modifier nos modes de vie de façon sérieuse et tout de suite, sans attendre. Là, on a un levier possible. En revanche, on n'a pas le levier qui permet d'arrêter la croissance démographique tout de suite, même si des actions menées aujourd'hui peuvent avoir un effet à moyen terme et à long terme. Mais l'urgence, elle est au court terme, d'ici 2050, les prochaines décennies. Et là, je dirais que ce n'est pas le nombre des humains qui est en cause, c'est leur façon de vivre. Alors, Denis Garnier, vous vouliez intervenir, je crois, par rapport à ça. Pour en revenir là sur les gaz à effet de serre, bon, moi j'ai fait le calcul à partir de notions qui n'est pas présente, mais enfin que j'ai eu sur connaissance des énergies. Donc c'est la notion de gaz à effet de serre vitaux incompressibles. Donc il y a certains chercheurs qui considèrent que c'est 1,3 tonnes de CO2 émises par habitant et par an. Donc 1,3. Les États-Unis émettent 17, hein, donc on voit bien effectivement qu'il y a de très très gros émetteurs. La France, c'est 5. Bon. Mais les incompressibles, c'est 1,3. Eh bien, si vous prenez les 3 milliards d'habitants qui vont arriver en plus, un peu plus de 3 milliards, mais peu importe, les 3 milliards d'Africains supplémentaires, vous multipliez par ces gaz à effet de serre incompressibles, et vous arrivez en fait, grosso modo, aux émissions de CO2 des États-Unis. Bon, c'est quand même énorme. Et les émissions de CO2 des États-Unis actuelles, hein, on peut espérer que quand même en 2100, ils n'émettront plus tout ça. Donc en fait, on pourrait imaginer, je ne sais pas, par exemple, que les États-Unis reviennent à l'âge de pierre, enfin bon, totalement illusoire, évidemment impossible, mais finalement, cette croissance, ce grand nombre, ces 3 milliards avec ces gaz à effet de serre vitaux, finalement, ça ferait quand même les émissions des États-Unis actuelles. Donc c'est quand même important, même ne serait-ce qu'au niveau des émissions, cette croissance africaine. Donc je veux dire, bien sûr, moi je suis tout à fait d'accord avec M. Pison, il faut décroître, de toute façon nous on est pour la décroissance même économique, la démographie responsable, mais il faut décroître ces émissions avec tous les programmes. Bon, c'est malheureux que M. Trump essaye d'arrêter le processus, enfin du moins de ne pas intervenir dedans, mais donc il faut évidemment faire tous ces efforts-là.
Mais je vous dis, rien que cette croissance-là, ça va provoquer un truc très important au niveau des missions. Donc c'est important aussi. Et comme on sait qu'on peut agir, même difficilement, mais qu'on peut quand même agir, nous, on dit il faut le faire. Il faut aussi agir là. Il faut agir sur les deux tableaux. Hein. On ne nie absolument pas, on est écologistes et on ne nie pas du tout qu'il faut agir sur le mode de vie à l'occidental, c'est évident. D'autant plus que celui-ci a tendance à être copié, d'ailleurs, comme l'a rappelé M. Pison. Alors, très bien. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus parce qu'on a atteint notre temps. Donc, je le rappelle un petit peu ce qui a été abordé en termes de solutions sur le court terme, agir sur les modes de vie donc de ces forts pays riches pour cette fameuse conséquence écologique. Et puis sur le long terme, voir à réduire cette croissance démographique en passant notamment éventuellement par l'éducation pour baisser le taux de naissance. Si j'ai bien résumé. En tout cas, Gilles Pison, Denis Garnier, merci beaucoup d'avoir participé à notre podcast. Merci. Merci à vous. Et donc je rappelle à nos internautes, s'ils souhaitent lire cette chronique donc, de Benoît Jacquelin sur Jeu de cartes, le monde surpeuplé de demain, le lien sera en description de ce podcast. Et pour tous les autres internautes, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.